Bonjour à toutes et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette troisième journée du Meetup de la Green Tech. Nous sommes enchantés de commencer notre journée avec une table ronde qui va vous parler de l'essor des fintech vertes, donc un secteur qui est peut-être un petit peu moins connu de la green tech, mais qui a le vent en poupe et qui est absolument essentiel pour que nous arrivions à financer notre transition écologique. Suivront d'autres tables rondes à partir de 10h30 et 11h40. La suivante sur l'immobilité, la mobilité électrique. Et ensuite, à 11h40, nous parlerons de qualité de l'air. Nous aurons une autre table ronde en parallèle sur le numérique responsable sur la chaîne 1, retransmise sur la chaîne 1 du compte de la chaîne 2 de la Green Tech sur YouTube. Vous pourrez suivre notre table ronde sur la qualité de l'air et nous clôturerons la matinée par un pitch IA de 5 minutes par la startup Actionnable. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez le programme de la matinée et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Boric, notre animatrice sur la table ronde L'essor des fintech vertes. Merci beaucoup à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup Hélène pour cette introduction. Je m'appelle Natacha Boric, je suis responsable des contenus pour Finance for Tomorrow et c'est un honneur pour moi d'animer cette première table ronde de la journée du Meetup Green Tech sur le thème de l'essor des fintech vertes. Merci à tous d'être connectés avec nous ce matin. Un grand merci également aux intervenants. Je vous propose de vous présenter un peu la table ronde avant de leur passer la parole pour qu'ils se présentent eux-mêmes. Alors, l'objectif de notre table ronde ce matin, c'est de découvrir des projets emblématiques de la fintech verte pour comprendre comment l'innovation peut servir au développement de la finance durable. Une idée clé, c'est que les fintech pourraient être en mesure de résoudre des points critiques du secteur, donc par exemple la gestion de données ESG et l'apport de nouvelles solutions concrètes pour les épargnants. Il faut le dire, l'écosystème observe des difficultés pour voir émerger ces fintechs durables. Donc, je voudrais qu'on puisse exprimer les conditions nécessaires à leur développement et puis diffuser des retours d'expérience positifs, puisqu'on a les représentants de super projets autour de la table ce matin. Et l'idée est bien sûr de créer des synergies avec les acteurs classiques du secteur financier, mais aussi tous les acteurs de l'écosystème, les pouvoirs publics et bien sûr les épargnants. Voilà, après cette petite introduction, je vais me tourner vers les panélistes. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter, mais aussi de présenter votre projet à nos auditeurs en essayant de répondre à une problématique qui est comment votre projet répond aux enjeux du développement durable, comment est-ce qu'il favorise le financement d'une économie durable. Je me tourne vers Kevin Dedieu de Descartes Underwriting pour commencer. Bonjour Natacha, merci. Oui, je m'appelle Kevin Dedieu, je suis un des 3 cofondateurs de Descartes Underwriting, acteur R&D de la société. Descartes Underwriting, c'est une insurtech qui est née il y a bientôt 3 ans et qui est spécialisée sur les risques naturels. On agit en tant que mandataire d'assurance, agent souscripteur. Donc, on fournit des contrats d'assurance à nos clients contre les risques climatiques. Alors, Descartes, l'origine de Descartes et la problématique que Descartes essaie de résoudre, en fait, elle est multiple. Elle est principalement liée au fait que des entreprises de certains secteurs qui n'arrivent plus à s'assurer à cause des risques climatiques voient leur activité mise en danger. Si vous n'arrivez plus à vous assurer à cause de votre sinistralité de risque naturel, vous ne pouvez plus continuer votre activité. C'est le cas depuis plusieurs années avec notamment des événements à répétition type
les ouragans en 2017, on appelle HIM, hein, Harvey, Irma, Maria. Donc ça, c'était tout ce qui était Caraïbes et États-Unis. Mais on a vu récemment aussi des événements en Europe centrale, en Australie. Donc c'est bien sûr tout le monde entier qui est affecté. Et ces clients aussi qui trouvent qu'il y a des délais de paiement trop longs. Il faut plus de 9 mois en moyenne, hein, pour régler des sinistres de catastrophes naturelles, et ça peut aller jusqu'à 3-4 ans, avec aussi on va dire des recours à des avocats, des tribunaux pour décider du montant final à régler. Et aussi, plus singulièrement, au-delà de ces secteurs on va dire historiques, hein, de clients qui ont du mal à s'assurer à cause des événements climatiques récents, on voit aussi on va dire une anxiété des compagnies d'assurance à assurer des risques nouveaux. Donc, quand je parle de risques nouveaux, c'est par exemple du photovoltaïque en zone tropicale, donc qui est dans des zones très on va dire exposées au risque cyclonique, ou quand vous décidez d'installer, enfin de changer de mode de production, ou de changer de mode de pratique culturelle, et que donc vous mettez potentiellement plus à risque qu'avant, si par exemple vous décidez d'arrêter d'utiliser des pesticides, et que vous avez plus de risques liés par exemple à trop d'humidité, trop d'eau, ou d'autres risques climatiques. Donc en fait, Descartes essaie de proposer des solutions d'assurance pour ses clients en utilisant les nouvelles technologies qui permettent d'assurer ces nouveaux risques aussi, et donc de permettre la continuité d'activité de ses clients, et permettre le financement par les banques, parce que souvent les banques demandent des garanties d'assurance, hein, pour la pérennité de l'activité. Et donc voilà, on déploie nos solutions pour répondre à ces besoins. Super, merci. Durable. Sur cette question, allô, je voudrais me tourner vers Nabil de Hammama de Clay pour continuer ce tour de présentation, s'il vous plaît. Bonjour Natacha, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité pour discuter de ce sujet qui est extrêmement important. Alors, pour faire simple, Clay, c'est une plateforme qui vise à libérer le logement des casseroles qu'elle traîne depuis de nombreuses années, donc qu'elles soient sociales ou bien environnementales. Pour ce faire, on a développé une plateforme de micro-immobilier. Alors, le micro-immobilier, ça se définit comme étant de l'immobilier atomique, donc c'est la fraction d'un logement qui est invariable, échangeable et digital. Et l'objectif, c'est de permettre, grâce aux investisseurs institutionnels, de financer l'acquisition par voie de co-investissement de logements anciens sur le marché, afin de fournir du logement abordable et éco-responsable à la population qui en a le plus besoin, et en même temps de faciliter l'accession à la propriété sans dette pour cette population. Donc l'idée du co-investissement, c'est un nouveau mécanisme de financement de l'acquisition de l'immobilier, et on intègre de manière systématique une analyse de l'ensemble de ces logements afin de pouvoir les améliorer énergétiquement et améliorer leur impact sur l'environnement. Pour ce faire, c'est très simple. On réalise des travaux de rénovation de ces logements, de réhabilitation de ces logements. On change les systèmes d'énergie exploités par ces logements, qui sont majoritairement encore fossiles. On vient faire en sorte qu'ils soient les plus efficaces et les moins énergivores possibles, parce que ce sont des actions que l'on sait faire. Ce n'est pas quelque chose qui est facile d'accès aujourd'hui par le biais des différents dispositifs existants, comme l'ADEME, mais aussi d'autres acteurs qui ont envie de financer. Et le point particulier avec Clay, c'est que cette action crée une valeur verte, valorisable économiquement, directement sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on vient améliorer la qualité de ce logement-là, mais on améliore également sa valeur,
Et cette valeur qui est donc créée est échangeable sur la plateforme. Et donc, ça crée une incentive très puissante pour les acteurs de l'investissement pour les inciter à financer et à investir dans cette classe d'actifs qui est extrêmement importante. C'est la classe d'actifs la plus importante de notre économie et qui est, pour le coup, extrêmement peu risquée. Donc, c'est la création d'impact environnemental avec un niveau de risque extrêmement faible, permettant du coup d'actionner et d'ouvrir à ce mécanisme d'investissement, l'impact investing, aux acteurs de l'investissement. Merci beaucoup. Pour continuer, Alexis Normand, pour Greenly, il y a une question. Voilà, alors merci, également ravi d'être ici. Donc Greenly, c'est une start-up qui a 2 ans et qui s'est fixé comme objectif de simplifier, de démocratiser la mesure d'empreinte carbone. Vous savez certainement qu'aujourd'hui, il faut réduire de 50% nos émissions d'ici à 2030, mais il y a seulement 40% des émissions en Europe qui sont pilotées, c'est-à-dire qui font l'objet d'un suivi. Donc on ne peut pas réellement atteindre cet objectif si on propose à plus d'acteurs des outils pour suivre leurs émissions. Donc, c'est ce qu'on fait. On a commencé à le faire pour les particuliers. On a une application mobile et avec ça, une API, c'est-à-dire qu'on permet aux acteurs financiers d'utiliser notre techno pour automatiser le tracking de l'empreinte carbone via les flux financiers, les flux bancaires. Et du coup, on permet à un certain nombre de banques d'offrir en fait des relevés carbone à leurs utilisateurs. La BNP en fait partie. Il y a 3 millions de personnes déjà en France qui peuvent avoir une vue sur leur empreinte carbone à tout instant grâce à nos technos. Mais comme beaucoup des émissions viennent des entreprises, on a appliqué cette comptabilité des entreprises et on a construit un où on complète toutes les autres données, qui ne sont pas que financières, pour proposer des bilans carbone au sens réglementaire du terme. Parce que, en fait, il faut que la comptabilité carbone coûte moins cher que la comptabilité financière et soit aussi répandue. C'est-à-dire tout le monde, et quand je dis tout le monde, je veux dire vraiment tout le monde, puisse faire un bilan carbone. Donc, c'est ça qu'on propose. Alors après, effectivement, il y a d'autres implications. On peut, à partir du moment où on simplifie ce suivi, on peut... c'est là qu'on peut vraiment commencer à agir et donc on propose également des leviers en fait de réduction, parfois des leviers de compensation. Je connais certaines personnes autour de cette table avec qui on travaille un petit peu. Voilà en résumé ce qu'on fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question par contre. Ah si, merci beaucoup. Et puis si on commence déjà à avoir des synergies, c'est qu'on est en bon chemin. Alors pour finir ce premier tour de présentation, Baudouin Berken d'Écoterie, à nouveau pour vous présenter votre projet et votre réponse aux enjeux du développement durable. Voilà, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de partager cette table ronde avec d'autres startups innovantes. Donc, en 2 mots, en fait, nous Écoterie, on est une entreprise qui permet à des particuliers et à des entreprises de valoriser écologiquement et économiquement des écosystèmes forestiers en prenant en compte la biodiversité. Donc, de façon très simple, on a mis en place un système qui permet à n'importe qui de se porter acquéreur d'arbres qui sont plantés et gérés par notre équipe de forestiers dans des forêts françaises, un peu partout sur le territoire. Donc, ainsi, avec ce mécanisme-là, on permet de tracter un financement sur des parcelles forestières qui ont justement des besoins de financement, qui ont des besoins d'ingénierie forestière, qui ont besoin de gestion durable, qui ont besoin de préservation de biodiversité. Et tout ça est rendu possible par la force et la multiplication de nos nombreux clients qui peuvent participer tous ensemble sur des projets forestiers. Donc, on s'inscrit vraiment dans une logique d'investissement participatif où, dans nos forêts, on va retrouver une somme de copropriétaires, finalement, qui va aussi bien d'une grande entreprise ou d'une entreprise tout court, d'ailleurs, avec des particuliers qui souhaitent s'inscrire dans cette logique participative sur un projet qui est proche de chez eux, qui est traçable, qui est local et qui permet justement aussi de réconcilier la logique économique avec la logique économique. Parce que ça, c'est aussi très important dans notre approche aujourd'hui chez Écoterie, c'est qu'on a la conviction que si on ne conjugue pas écologie et économie, face aux grands enjeux qu'on a
face aux grands enjeux climatiques auxquels on a à répondre, on va avoir beaucoup de mal à y arriver si c'est que réservé à la sphère associative. Voilà. Donc nous, on est convaincus qu'il faut mettre un pied dans le monde économique pour permettre aux acteurs d'accélérer cette transition, sachant qu'aujourd'hui, nous, chez Ecotri, on agit sur le secteur de la forêt et de la biodiversité, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, face à l'urgence climatique, il faut multiplier les actions sur tous les fronts qui vont aussi bien de l'énergie au transport. En fait, tous les scopes sont concernés. Donc voilà, aujourd'hui, en quelques mots, ce qu'on fait chez Ecotri, et notre volonté pour ce faire, c'est d'avoir une approche à 100% digitale, puisqu'aujourd'hui, nos forêts et nos arbres sont accessibles en quelques clics sur ecotri.green. Et donc aujourd'hui, tout à chacun peut participer concrètement à des projets forestiers ou de biodive via cette plateforme-là. Et en plus de ça, peut suivre dans le temps toutes les actions et les rapports qu'on peut produire sur les impacts sur le terrain. Et voilà. Et donc aujourd'hui, chez Ecotri, sur le grand sujet de l'écologie, nous, on aime bien se définir on aime bien se définir comme des praticiens avant d'être des théoriciens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous a motivés à créer Ecotri, c'est de créer un outil simple, accessible à tous et universel. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on déplore qu'il y ait beaucoup trop de think tanks qui se créent pour parler de la crise climatique ou de l'écologie. Et étrangement, il y en a beaucoup moins qui sont dans le faire, donc dans le do-sang. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on veut être, à travers un objet simple qui est l'arbre et la forêt, être dans l'action, tout en parallélisant en fait, des actions justement d'analyse d'empreinte carbone, de trajectoire carbone sur de l'évitement et de la réduction. Et notre volonté, justement, c'est aujourd'hui, c'est de ne surtout pas se retrouver dans le cas de l'agriculture, où aujourd'hui, il y a plus de gens qui pensent l'agriculture française que de gens qui ne la font. Voilà. Donc, peut-être toujours dans l'action, le concret, on agit, simple, on agit. Voilà. Merci beaucoup pour votre action. Merci à tous pour ce premier tour de présentation. J'espère que nos participants ont une bonne première idée des acteurs et des actions mises en place autour de la table. J'aimerais faire presque un tour de présentation bis, mais un peu par un autre angle. Donc, on a vraiment commencé par les enjeux du développement durable, la finance au service du développement durable. Maintenant, j'aimerais vous demander d'entrer un peu plus dans le détail de la technologie que vous mobilisez pour qu'on comprenne bien la dimension FinTech de vos projets et en quoi elle vous aide à trouver des nouvelles solutions, trouver de nouveaux clients, apporter de nouveaux services. Peut-être que cette fois-ci, la problématique est aussi, donc évidemment, l'idée c'est de mieux connaître vos outils, vos processus innovants, mais peut-être de comprendre comment vous innovez par rapport au secteur existant. Pourquoi vous mobilisez une technologie dans vos projets? Si ça vous va, je vous propose de prendre le même ordre, en tout cas pour cette question, et de commencer par Kevin pour Descartes Underwriting. Oui, avec plaisir. Donc, donc j'ai parlé effectivement de la difficulté des assureurs du secteur de répondre aux besoins de certains clients, que ce soit parce qu'ils ont trop de sinistres ou parce qu'ils sont dans des activités nouvelles, dans des zones un peu méconnues. Nous, notre approche, elle est effectivement très, très différente du secteur traditionnel, dans le sens où, premièrement, on va utiliser des produits dits paramétriques, c'est-à-dire que ce sont des produits qui vont utiliser des indices, que ce soit du remote sensing par satellite, des capteurs, des caméras, pour détecter la survenance de l'événement et donc pouvoir accélérer le processus d'indemnisation. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'incendie de forêt ou du dégât lié à du cyclone, on le sait avec la crise du Covid qu'on a pu, les déplacements ont été très très limités pendant cette période, donc les experts de règlement sinistre ne pouvaient même pas aller sur place pour faire le règlement, donc il y a eu des dossiers en attente à cause de cette crise, et l'utilisation de remote sensing permet par exemple de détecter la surface brûlée par satellite sans avoir à se déplacer sur place pour aller vérifier la surface brûlée, ou par exemple on a eu un sinistre dans un gros cyclone l'année dernière dans les îles Tonga.
il n'y avait personne pour envoyer, aucun moyen de se déplacer sur place pendant plusieurs mois. Hein, toutes les lignes aériennes étaient fermées. Et le fait d'avoir accès à du remote avec de la data suite au passage du cyclone nous a permis d'indemniser le client rapidement, sans quoi, sinon il devait fermer la porte. Donc ça, c'est un premier outil technologique. Et ensuite, le deuxième outil, c'est pour modéliser ces risques, on a décidé de repartir de zéro, c'est-à-dire on ne va pas utiliser les bases de données sinistres historiques traditionnelles, qui est juste en fait un moyen de regarder dans le rétroviseur et d'avoir une estimation du risque en fonction des sinistres historiques par zone. On a voulu avoir un modèle pour tous les types de risques qui nous permettent de laisser aucune zone blanche. C'est-à-dire que même si demain vous décidez de construire une centrale solaire au milieu d'un désert en Australie ou au Kazakhstan ou au milieu de la Russie, on va avoir une estimation du risque là où les autres assureurs ne peuvent pas l'avoir puisqu'ils n'ont pas de base de données historique là-bas. Donc ça, c'est la grosse différence. Et donc, on utilise beaucoup la data fournie par les agences spatiales d'observation, par les modèles climatiques européens, américains et japonais. On a par exemple sur la grêle fait un travail de recherche énorme sur la modélisation du risque aux États-Unis, et ce qui nous a permis de démarrer une thèse de recherche avec Météo France qui va pouvoir maintenant mieux modéliser et détecter le risque de grêle en France, et donc permettre de savoir est-ce qu'il y a des zones en fait plus ou moins grêlifères, et est-ce qu'il y a vraiment des zones qu'il faut éviter parce qu'elles sont à répétition pour la grêle. Donc ça aide aussi à l'installation des infrastructures et savoir est-ce que par exemple dans une zone on doit éviter ou mettre des filets anti-grêle, est-ce qu'on doit mettre des panneaux solaires dans telle ou telle région. Donc ça guide aussi ces investissements. Donc voilà les deux principaux moyens qu'on utilise pour faire notre activité. Merci beaucoup pour cette vision technique. Idem pour Nabil côté clé. Je crois que vous utilisez beaucoup la blockchain, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. En fait, le principe avec la technologie, elle est surtout en fait de pouvoir offrir une nouvelle expérience à nos utilisateurs. Et dans cet exercice, on a plusieurs outils qu'on met en place afin de pouvoir améliorer cette expérience. La blockchain en fait partie, mais également le fait d'avoir une marketplace au sein de notre plateforme. L'immobilier aujourd'hui résidentiel ancien est totalement fragmenté, et donc lorsqu'un acteur souhaite se positionner dessus, notamment un investisseur institutionnel, il ne va pas faire le tour des agences immobilières afin de pouvoir investir et donc agir. Donc ce que l'on fait nous, c'est on donne un point d'entrée, un marché, on vient créer ce marché-là de manière totalement digitale. Après, au-delà de ça, la problématique revient avec l'immobilier et ses transactions, c'est qu'il y a beaucoup de friction. Et pour éliminer cette friction, justement, on utilise la technologie blockchain. Alors attention, on n'utilise pas une technologie blockchain exploitant la preuve de travail qui est extrêmement énergivore pour rester cohérent avec les principes de clé. On utilise une blockchain exploitant la preuve d'enjeu, permettant donc de réduire au maximum l'exploitation, la consommation énergétique de notre activité sur la blockchain. Ensuite, on utilise également d'autres services par des partenaires, notamment de l'IoT. Donc, Kevin en a parlé avec des capteurs et des senseurs qu'ils utilisent, mais il y a de très belles startups, comme par exemple EcoJoco, qui permettent de mesurer en temps réel la consommation énergétique des installations, enfin des logements. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand bien même notre intervention permettrait de réduire sur un parc donné les émissions de gaz à effet de serre produits par la consommation énergétique de ces logements, il existe un effet rebond qui est tout aussi important. Lorsque les gens se sentent beaucoup mieux, ça ne veut pas dire qu'ils réduisent leur consommation d'énergie non plus. Donc, afin de minimiser également cet effet rebond, on monitore la consommation énergétique de ces logements afin de constamment fournir des KPI d'impact à nos investisseurs et également pouvoir intervenir afin de pouvoir accompagner les occupants de ces logements pour réduire la consommation énergétique pour le bien de tous. Merci beaucoup. Une question pour Alexis Normand pour Greenly. Oui, merci. Donc, nous, notre objectif, c'est, comme je le disais, c'est vraiment de simplifier, d'automatiser, de
démocratiser la mesure des émissions. Or, ça reste un sujet assez compliqué, et sinon tout le monde le ferait déjà. Donc il faut le plus... D'ailleurs, tout le monde le fait, hein. Tout le monde peut faire un bilan carbone, se former en 2 semaines et après le faire pendant 6 mois chez une entreprise, en y prenant le temps. Ce que tout le monde n'arrive pas à faire, c'est 1000 bilans carbone par semaine, en étant distribués, encapsulés dans des canaux massifs de démocratisation, comme des banques ou comme des logiciels de comptabilité. Et donc, le sujet, c'est vraiment comment on passe de 1% des sociétés qui font un bilan carbone à 100%. Donc en fait, comment est-ce qu'on démocratise l'expertise? Donc ça passe par des technologies qui donnent tout de suite accès à l'intelligence. Donc effectivement, il y a la méthode Jean-Marc Jancovici qui est très bien. Tout le monde doit devenir un expert, sauf que ça ne marche pas. Et puis, il y a la méthode où tout le monde peut avoir un outil d'expertise. Et donc, fondamentalement, pour calculer les émissions, le principe est assez simple, mais c'est l'accès à l'information qui est compliqué. Il faut quantifier des activités. En face de ces activités, il faut mettre des facteurs d'émission. Donc, 1 litre d'essence, c'est je quantifie le nombre de litres d'essence que j'ai brûlé. Et en face, je mets un facteur d'émission. 1 litre d'essence, c'est 2,6 kg de CO2. Mais ça, il faut le savoir. Et je fais le total, mais je fais ça pour toute mon organisation. Donc, la techno que nous, on développe, c'est quelque chose qui automatise autant qu'il est possible de le faire la collecte des quantités d'activités d'une organisation. Donc, combien de litres d'essence, combien d'achats auprès de vos fournisseurs. Donc, on importe automatiquement des données de différentes sources, de la comptabilité, de vos fournisseurs d'électricité, parfois des détails fins de vos factures, par exemple vos clouds, vos factures de cloud, il y a des API, enfin bref, tout ce qui peut être automatisé, on le fait. Et en face, on automatise l'attribution de facteurs d'émission. Donc, 50 unités de vCPU dans l'instance XY, je ne sais pas quoi, c'est combien de kilowattheures? Et ces kilowattheures, c'est combien de kilos de CO2. Et ça veut dire... donc, on peut appeler ça de l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est de la tuyauterie. C'est-à-dire qu'il y a un tuyau qui aspire les données d'une entreprise, un tuyau qui met ces données en relation avec des données open source, autant qu'il est possible, sur qu'est-ce que l'émission. Et ça permet... en tout cas, c'est ce à quoi on travaille, de passer d'un bilan qui vous prend 3 semaines en interne à quelque chose qui vous prend 5 heures en tout et pour tout dans votre organisation. Ça passe forcément par du digital, ça passe forcément par des choses dont vous êtes familiers, des systèmes de partage, de multi-utilisateurs, d'agrégation de données simplifiées, d'intelligence aussi collective. Parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle organisation qui commence à utiliser notre logiciel, en fait, on identifie de nouveaux facteurs d'émission. Et comme c'est un SaaS, ça en fait profiter tous nos autres clients, etc. etc. Donc, en fait, on fait les principes du digital à quelque chose, par ailleurs, très, très bien pensé, qui était le bilan carbone. On ne change rien à la méthode, mais on change tout à l'outil. Voilà. Et comme ça, on diffuse et on change d'échelle. Merci beaucoup pour cette vision. Voilà. Et pour terminer encore une fois ce tour de table sur la dimension technologique, Baudouin, pour Ecoterie, vous, comment faites-vous levier sur la technologie, justement? Alors, nous, la technologie, c'est important, c'est que on est vraiment un acteur de la tech for good. Et ça, c'est très important parce que dans les green tech, je pense que c'est la force des green tech, c'est qu'aujourd'hui, elles s'appuient sur des technologies pour répondre à une problématique et faire levier efficacement sur des sujets compliqués. Et donc, du coup, nous, c'est la tech qui est vraiment au service de ce qu'on a voulu mettre. Donc, comme notre objectif est de rendre accessible au plus grand nombre l'accès à la propriété forestière à travers le fait d'être propriétaire d'arbres, le digital est ce moyen qui nous permet d'adresser le plus grand nombre efficacement. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est un acteur de la tech, c'est parce que ça permet de servir notre objectif de bien commun.
Donc ça, c'est aussi important parce que aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs de la tech et de la French Tech qui rentrent avant tout sur le sujet de la tech avant de servir un objectif. Donc, et c'est parfois un peu dommage parce que c'est parfois ces entreprises-là qui ont des valorisations et qui intéressent des investisseurs à des prix démesurés. Donc voilà, nous, la tech, elle est au quotidien au cœur de notre activité. Elle vient servir notre activité. Et c'est pour ça aussi qu'on est content d'apporter une digitalisation d'un secteur qui n'a pas forcément opéré de transition numérique. Donc, on a tout digitalisé, qui sont aussi bien nos outils de back-office, où aujourd'hui, on est capable de faire de la gestion forestière, de digitaliser notre gestion forestière sur des éléments de cartographie, de gestion, d'identification d'arbres, d'inventaire d'arbres. Même, on va plus loin sur des études qu'on fait avec des drones et des capteurs en forêt pour relever un certain nombre de data, mais sans non plus tomber dans le côté utiliser la techno pour l'utiliser. Il faut que ça réponde vraiment à des objectifs concrets dont on a besoin au quotidien. Et donc voilà, et le fait qu'aujourd'hui, Ecotree, on utilise tous les codes du e-commerce pour nos particuliers, nos clients particuliers qui peuvent s'impliquer de la sorte. Et pour les entreprises, c'est aussi un moyen pour elles, à travers des partenariats concrets, d'avoir un espace sécurisé où elles peuvent voir dans le temps tous les projets qu'on va porter en forêt pour elles. Voilà. Ah, vous êtes mute, Natacha. Merci de veiller, merci beaucoup. Alors, on a fait 2 tours de présentation. Je suis très fière qu'on ait commencé par les objectifs de développement durable et ensuite la technologie. Comment est-ce qu'elle sert ces objectifs? Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse côté Ecotree. Maintenant, j'aimerais qu'on pense un peu écosystème. Le thème de la table ronde aujourd'hui, c'est l'essor des fintech vertes. On voit que vous avez des solutions passionnantes en finance durable qui mobilisent la technologie. J'aimerais savoir comment vos projets ont été accueillis par le secteur financier, si vous avez réussi à construire des partenariats. Je vais encore une fois commencer par me tourner vers Descartes parce qu'on est dans un secteur ancien, celui de l'assurance. Est-ce que vous avez été soutenu par l'écosystème de la place de Paris? Donc, je suis très fière de souligner que vous avez été le premier lauréat du Challenge FinTech for Tomorrow qu'organise Finance. Ah, c'est coupé. Natacha, on vous a perdu pendant quelques secondes en fait. Oui, je sais, désolée, mais j'avais fini ma question, je vous en prie. Alors, j'ai pas justement, ça s'est arrêté qu'on avait été lauréat et ça s'est coupé là. De mon côté. C'est la meilleure partie. Alors, voilà, quelle est votre vision à vous de ce soutien de l'écosystème avec le challenge, mais aussi au-delà? Et puis, si vous identifiez des besoins à combler, c'est aussi évidemment intéressant de les présenter. Oui. Donc, effectivement, on a été très fiers d'être lauréat cette année-là. Et c'est vrai que ça nous a permis de gagner en visibilité et en crédibilité par rapport à notre projet. Donc, je pense qu'on peut distinguer effectivement l'écosystème aussi assurance et banque, hein, parce que les deux peuvent être intéressés par nos solutions, comme je l'ai précisé au démarrage, dans le sens où assurer l'activité d'une société, c'est pouvoir réduire aussi le risque de défaut de l'activité en question. Du point de vue assureur, donc on a pu faire un partenariat avec Generali, qu'on remercie. Ça a été notre partenaire, c'est toujours notre partenaire historique avec lequel on travaille énormément et qui a été très intéressé par notre approche et qui croit beaucoup dans le déploiement de ces solutions pour leurs clients. Ensuite, on a d'autres aussi sociétés du secteur de l'assurance qui nous ont approchés pour pouvoir avoir notre vision de la modélisation des risques naturels. Ça va avoir un peu la façon dont on appréhendait le sujet et comment est-ce qu'on pouvait
les aider sur l'évaluation de leur risque naturel et peut-être ne pas tout de suite voilà, améliorer leur sélection de risques et être moins, on va dire, par secteur, en disant voilà, on va pour certains secteurs quand même assurer un certain nombre de personnes si elles remplissent un certain nombre de critères parce qu'elles sont dans une zone pas trop exposée ou alors qu'elles ont dans une zone où elles ont mis des bons moyens de prévention. Et aussi, on a l'intérêt, donc comme je disais, de certaines banques et notamment on a fait quelques partenariats publics-privés où des projets qui sont dans des pays émergents avaient besoin de financement et les banques publiques ou les sociétés de financement public souhaitaient pouvoir, que le projet soit assuré tout de même, puisqu'il y avait quand même des risques. Si on prend un financement de projets hydroélectriques, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc, pouvoir assurer le manque d'eau, ça peut être, comme je disais, sur l'éolien du solaire, s'il y a des tremblements de terre ou des cyclones, il y a un possible arrêt d'activité. Donc, voilà, il y a eu un intérêt aussi du secteur public sur ces solutions, notamment dans les pays émergents. Et ça a permis voilà, de montrer que les technologies et les nouveaux produits technologiques pouvaient non seulement être utilisés dans les pays, on va dire, développés, mais aussi dans les pays émergents pour favoriser la transition écologique. Une vision internationale, donc. Greenly aussi travaille avec des grandes synergies avec les acteurs financiers, si j'ose dire, classiques, ou en tout cas installés de la place financière de Paris. Quelle est, votre vision de l'écosystème de la place et des synergies que vous avez pu créer pour le développement de Greenly, Alexis? Bien sûr. Je pense que les acteurs financiers, d'abord à cause de ce que, enfin, pour les raisons que vient de donner mon le risque climat est identifié et comme le risque principal pour les acteurs financiers. Donc le forum de stabilité financière qui s'était réuni pour gérer la crise de 2008 sous l'impulsion de Matt Carney, à un moment a dit il faut réfléchir aux prochaines sources des grandes crises financières, et donc il y a une task force sur ce sujet. Au-delà de ça, donc les acteurs financiers forcément s'intéressent énormément à ça, et puis sont eux-mêmes amenés à l'empreinte carbone. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'essentiel de l'empreinte carbone d'une banque, c'est l'empreinte carbone des financements de la banque. Puisque si je dois vous emprunter 1 milliard de puits de pétrole, ça va avoir des conséquences sur les émissions mondiales. Ou si je dois vous emprunter 1 milliard pour construire une ferme d'éoliennes. Donc, elles cherchent des outils de mesure. Et il se trouve qu'elles ont beaucoup de données dont elles font presque rien, à part justement mesurer le risque crédit. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est des outils pour mesurer le risque climat. Parce que comme on convertit les paiements, les informations de paiement en estimation de l'empreinte carbone, on a en fait un outil qui peut enrichir chaque transaction financière, chaque paiement d'une mesure d'empreinte carbone. Et évidemment, il y a de l'imprécision parfois, donc il faut aussi avoir des outils pour affiner les modèles, aller chercher plus de données, etc. Donc voilà, ça c'est c'est pourquoi est-ce qu'il y avait un intérêt. Maintenant, en pratique, on a fait plusieurs choses. D'abord, on a eu la chance de pouvoir déployer notre API auprès de plusieurs banques et fintech, c'est-à-dire que cette capacité à prendre une transaction financière, lire qui est le marchand, où ça est, le catégoriser et en fait rajouter une mesure d'empreinte carbone émise, éviter d'expliquer comment le calcul a été fait et de suggérer éventuellement une façon de réduire cette empreinte ou une alternative. Donc ça, c'est sur l'étagère et c'est une API, ça s'intègre.
Donc la BNP l'a fait, on est en train de signer 2 autres grandes banques mutualistes. Et puis maintenant, on est en train de voir apparaître en ce moment, on répond à 5 RFI par semaine en ce moment sur le sujet. Tout d'un coup, le marché s'est réveillé. C'est-à-dire qu'il y a déjà 4 millions de personnes qui ont une mesure d'empreinte carbone via leur banque en France. Nous, plus, on a des concurrents. Je pense que d'ici début 2022, on parlera de 10 millions de personnes, si tous les déploiements dont on parle. Et on voit ça partout en Europe. Il y a plein de banques allemandes qui le font, il y a plein de banques anglaises. Donc moi, je pense que ça va devenir un nouveau standard d'avoir son relevé carbone dans sa banque. Donc ça, c'est un des volets de déploiement pour nous. Le deuxième, et en fait, c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est pour les PME. C'est-à-dire que, comme je disais, il faut, quand vous financez une entreprise, vous devez comprendre quel impact carbone ça a. Et donc, si je vous demande 1 million d'euros pour développer mon entreprise, finalement, la banque doit comprendre si ce million d'euros va servir à émettre plus ou pas. Et donc, là-dessus, les banques comme distributeurs de bilan carbone, je pense que c'est un levier intéressant. Elles l'ont fait avec la comptabilité. Vous avez un certain nombre d'acteurs qui encapsulent dans leur service des solutions de comptabilité financière ou de pré-comptabilité. Et je pense qu'on va finir par voir la même chose sur la compta carbone. Donc voilà un peu Alors, le seul inconvénient, c'est que les banques sont d'une lenteur absolument extrême. Donc c'est très très pénible pour une start-up de travailler avec elles. Mais ça c'est la vie et il faut avoir du coup une certaine assise pour pouvoir le faire. Mais heureusement, on ne s'ennuie pas. Nous, on signe 10 à 15 maintenant bilan carbone par semaine en direct. Donc heureusement, on n'est pas dépendant des banques pour avancer. Ok, on dit les vraies choses, on fait des... Non, mais on les aime beaucoup, mais c'est juste eux-mêmes s'excusent tout le temps d'être trop lents. Ils font rien, c'est juste qu'il y a 10 niveaux de décision, là où une PME, il y en a 2, quoi. Alors, si on reste sur une vision écosystème, mais qu'on se tourne vers un autre type de partie prenante, cette fois-ci plutôt pour les projets de clés et d'écoterie, vos projets sont particulièrement au contact des citoyens. Ils en dépendent, ils sont vraiment vos clients directs. Est-ce que vous arrivez à construire un dialogue avec eux sur la finance durable? Est-ce que vous les sentez mobilisés et en attente de vos solutions? Si on commence peut-être par le projet clé avec Nadine. Alors, effectivement, on est en contact avec eux. Déjà, c'est extrêmement important afin de pouvoir designer le produit le plus adapté à leurs besoins. Et les retours sont extrêmement positifs parce que dans la majorité des cas, et puis spécifiquement avec Clé, on s'adresse à une population qui est invisible, qui est sous les radars des institutions financières. Du coup, pour eux, la problématique du logement, c'est une problématique qui est urgente à régler, premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont pas forcément tous les moyens à disposition afin de pouvoir agir sur le climat à échelle personnelle. Et nous, lorsqu'on leur propose justement de pouvoir les accompagner à résoudre ce problème de logement, et qu'on leur dit également qu'on va résoudre également leur problème, leur facture, l'amélioration de leur facture de chauffage et d'électricité, alors ils sont plutôt ravis à ce niveau-là. Mais comme l'a dit Alexis tout à l'heure, sur les partenariats, on a également des partenariats, nous, de l'autre côté, du coup, du marché, donc chez les institutionnels. Et effectivement, ça peut être long, mais ce qu'on a repéré avec Clé, c'est que afin de leur permettre d'agir, il faut leur donner en fait des moyens de le faire avec un niveau de risque qui est plutôt faible. C'est-à-dire qu'en fait, l'appétit au risque, en gros, de ces grosses institutions financières, elle est extrêmement faible depuis les 5 dernières années, à cause des différentes modifications qu'il y a dans nos économies, une très très forte volatilité sur des événements qui sont pas très bien identifiés, sur lesquels ils sont plutôt dans la réaction et pas plutôt proactifs. Et lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas proactif, alors c'est extrêmement compliqué de le faire avancer dans le bon sens. Et avec les, ce qu'on dit, nous, c'est la chose sur laquelle on appuie lorsqu'on s'adresse à ces acteurs-là, c'est que eh bien, vous avez accès par le biais de Clé
à un actif qui est extrêmement safe, donc c'est une valeur refuge, le logement à leurs yeux. Et nous, on vient encore plus réduire le risque par ce biais, par le biais de notre produit et du micro-mobilier. Et du coup, ça les encourage à tester. Et je pense que ce qui est important dans l'écosystème, justement, c'est de créer de plus en plus de périmètres où est-ce qu'on peut tester, un genre de playground, en fait, un endroit où est-ce qu'on peut s'amuser tous ensemble. Mais même nous, entre fintech, en définitive également, afin de pouvoir créer plus de synergie, plus de mouvement, parce que toute l'idée maintenant, je pense, dans l'écosystème financier, n'est pas de gagner plus de parts de marché, mais de faire grossir le marché. De toute manière, il y a énormément de choses à faire et qu'on doit agir très rapidement. Et du coup, si on a un périmètre qui est plus large, on peut plus s'amuser tous ensemble et donc à la fois avoir du fun, mais également avoir un impact. Un message important, effectivement, faire grossir le marché de la finance durable. Je ne peux qu'aller dans ce sens aussi. Les citoyens, le financement participatif, c'est un segment important pour Écoterie. Comment construisez-vous cette relation de confiance avec les citoyens et vos clients? Bah, du coup, avant tout par une transmission de la connaissance. C'est pour ça que depuis le début d'Écoterie, on a beaucoup vulgarisé du contenu sur la science forestière, la biodiversité, sur le panorama français et mondial. Donc, on a la conviction qu'on ne peut aimer les choses qu'on ne comprend. Donc, on fait tout ce travail aussi de transmission, de facilitation de l'accès à la connaissance. Et donc, du coup, les citoyens sont déjà très motivés par des outils simples. Voilà, et donc ils se retrouvent chez Écoterie à travers un outil qui permet en fait de participer à un projet concret qui leur parle, parce que la forêt, ça parle globalement à tout le monde. Et deux, sur le sujet de la forêt, ils sont aussi très contents de pouvoir inverser la tendance, c'est-à-dire à leur échelle, pouvoir agir sans être un grand propriétaire forestier et ainsi participer à des objectifs simples de préservation ou de restauration d'écosystèmes. Et puis ils aiment aussi ça, et c'est ce qu'on a instauré dans le temps. Ils aiment aussi cette relation simple qu'ils ont avec Écoterie de manière générale, parce qu'on a créé tout un système où on leur répond facilement. On crée des discussions, des débats sur la toile, où on apporte justement du contenu, des réponses. Et ce qui est vrai, c'est que sur ce sujet de la forêt et de la biodive, aujourd'hui, il y a très peu, pour pas dire personne, qui fait cet exercice de communication, de rentrer en communication directement auprès en fait des citoyens. Et donc du coup, on a à cœur d'être un peu ce guichet unique. On peut tenter d'apporter un certain nombre de réponses sur des sujets, déjà qui fascinent, mais pour lesquels il y a beaucoup d'idées reçues. Voilà. Et donc, on aime cette proximité avec nos clients particuliers parce qu'on est convaincu que c'est un levier considérable pour d'action, tout simplement. Effectivement, merci. Alors, il nous reste une bonne dizaine de minutes avant la fin de la session. J'ai 2 tours de questions que je voudrais vous poser. Donc, 2 choses. Pour les 2 dernières questions, j'inviterai les intervenants à être concis, de plutôt penser en termes de mots-clés, voire d'indicateurs clés pour la première. Et je profite de ce petit temps de pause pour rappeler aux auditeurs que vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire aux intervenants qu'on peut aller un peu vite sur les derniers tours de table pour peut-être garder un peu de temps pour vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à commencer à nous les écrire dans le chat. Alors, ma avant-dernière question portera sur la mesure d'impact. À chacun d'entre vous, pour chacun de vos projets, est-ce que vous avez des indicateurs d'impact? Si oui, quels sont-ils? Et sinon, quelles sont les difficultés pour les mettre en place? Peut-être qu'on peut repartir du côté d'Écoterie pour ce tour cette fois-ci. Oui, donc nous, cette mesure d'impact, on la veut 360 et elle va aussi dans la continuité de notre démarche Bicorp. On vient récemment d'être certifié Bicorp.
Et donc, cette démarche à 360, elle va intégrer aussi bien Ecotree sur l'entreprise qu'on est, la start-up qu'on est, et sur les projets qu'on porte sur le terrain, et surtout sur la manière dont on le fait. Et donc, aujourd'hui, on a, chaque année, en fait, on produit un rapport de gestion / impact qui va lister justement l'ensemble des actions qu'on mène, aussi bien en interne qu'en externe. Et donc, du coup, il devient de plus en plus riche d'année en année. Il a démarré en faisant quelques pages et aujourd'hui, il en fait 50. Et donc, très concrètement, sur la partie terrain, il va pouvoir mesurer le nombre d'arbres qu'on aura plantés et gérés. Il va aussi mesurer le nombre de mètres carrés de terrain de biodiversité qu'on aura maintenu ou préservé. Il va bien évidemment aussi mesurer le pourcentage de diminution de notre empreinte carbone d'une année sur l'autre. Voilà. Donc, on a à cœur, justement, c'est toujours difficile de mettre en place des KPI parce qu'on peut très vite s'essouffler. Donc, nous, on est parti de KPI très simples et au fil des années, on en a rajouté. Et c'est intéressant parce que du coup, ça nous oblige déjà à nous améliorer. Et voilà comment on procède chez Ecotree. Merci. Côté Greenly, des indicateurs d'impact? Et pouvoir répondre brièvement, puisque la réponse, j'espère, est évidente, c'est le carbone. Alors, plus précisément, c'est le CO2 équivalent, parce que les gaz à effet de serre, comme vous le savez sans doute, il y en a un certain nombre, et on rapporte tous sur une échelle commune, qui est le CO2 équivalent, c'est-à-dire il y a certains gaz frigorigènes qui émettent beaucoup plus, et donc en tonnes, c'est moins, mais en potentiel d'émission, c'est plus. Donc, c'est une échelle commune. Juste ce que je dirais, c'est que il y a une notion qui est très importante pour la transition énergétique, elle est assez bien expliquée par Bill Gates dans son livre How to Avoid a Climate Disaster. C'est la notion de premium vert. C'est-à-dire c'est donc vous pouvez réduire vos émissions en isolant vos bâtiments, mais si ça vous coûte 100 000 euros et plus que ça ne vous fait économiser de facteurs énergétiques, vous n'avez pas envie de le faire. Vous pouvez changer de voiture, vous pouvez faire plein de choses. Et donc, en fait, il faut mesurer non seulement votre trajectoire d'émissions, mais aussi votre budget par rapport à cette transition. Et ça, on essaye le plus possible de lier les deux notions. Voilà. Merci beaucoup. C'est aussi pour ça que c'est intéressant pour les banques, puisqu'elles vont financer cette transition. Donc voilà, les deux sujets sont très liés pour... voilà, je me fais. Merci beaucoup. Côté Clé. J'ai oublié de retirer le micro. Alors pour mon part, je vais pouvoir rebondir sur ce qu'a dit Alexis, justement. C'est littéralement ce qu'on essaie de faire avec Clé, c'est-à-dire réussir à pricer cette création de valeur verte supplémentaire lorsqu'on vient valoriser un bâtiment et qu'on vient le transformer. Parce qu'on a la conviction, nous, que dans le futur, ce seront les bâtiments les moins énergivores, donc les logements les moins énergivores, qui seront les mieux valorisés par le marché. Au-delà de ça, sur les KPI d'impact, on a des KPI d'impact à la fois sociaux et environnementaux. Parce qu'on est convaincu aussi que l'impact, en gros, la transition énergétique et écologique de notre société ne se fera pas si on n'inclut pas tout le monde et si elle n'est pas inclusive dans un sens social aussi. Donc, sur ces KPI-là, on va dire plus spécifiquement sur les KPI environnementaux, on va se concentrer sur deux choses, c'est la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on ne va pas regarder autre chose que cela. L'objectif, il est clair, il faut qu'on arrive à une neutralité carbone d'ici 2030 et c'est sur quoi on se concentre. Néanmoins, comme je l'ai expliqué précédemment, l'effet rebond est un effet qui est important. Lorsqu'on parle de transition énergétique, si on ne prend pas en compte dans cette transition une surconsommation énergétique parce qu'on pense qu'on n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre par la suite, alors en fait, on n'est pas en train de résoudre un problème, on est en train d'en créer un nouveau. Donc on essaie de faire attention à ces deux choses, que la consommation énergétique reste stable, voire se réduit, avec une meilleure efficacité des équipements également, dans tous les équipements que l'on peut trouver dans un logement, mais aussi avec la source en gros le combustible exploité qui soit le plus vert possible. Donc on se concentre plus sur des éléments électriques, donc c'est l'électrification bien sûr de nos infrastructures, même si on est totalement conscient aussi que dans le domaine de l'électricité, on a également des changements à faire parce qu'une bonne partie est produite par des énergies fossiles.
Là-dessus, on fait confiance à des partenaires qui travaillent sur des solutions qui sont beaucoup plus vertes et on prépare en amont les populations, notamment par les logements, à être prêts pour pouvoir exploiter cette nouvelle forme d'énergie. Merci. Côté des cartes, un indicateur d'impact? Oui, alors c'est toujours un peu difficile, on va dire, d'avoir, enfin pour notre domaine, l'assurance, d'avoir des indicateurs d'impact assez précis, mais ce qu'on peut dire, c'est après 3 années d'activité, c'est que on a pu aider au financement et donc à la mise en opération de plusieurs centaines de mégawatts de renouvelables dans des zones Caraïbes, des zones tropicales type les îles du Pacifique et dans des endroits comme en Vietnam, en Asie, au Népal. On a pu aussi sécuriser des dizaines de sociétés qui sont passées au bio et qui n'avaient pas d'assurance, qui n'avaient plus d'assurance quand elles sont passées en bio. Et c'est aussi à oui, quasiment quelques millions, enfin, ouais, c'est quasiment des millions d'hectares assurés de forêt, que ce soit au Chili, en Australie et en Amérique du Nord. Et voilà, on est content d'être vraiment leader sur ce sujet de l'assurance forestier qui est un des grands enjeux aussi suite aux derniers événements avec les sécheresses qu'on a connues en Australie et en Californie. D'ailleurs, Kevin, petit aparté, ça m'intéresse ce sujet sur la forêt, puisque aujourd'hui, nous en France, on a une assurance pour la partie forestière française. D'ailleurs, il n'y a qu'un assureur en France qui pratique ça. Donc, on voit bien qu'il y a un gros sujet de fond à dépoussiérer. Donc, ça m'intéresserait. Voilà. Avec plaisir, on pourra en discuter. Alors moi, j'en profite aussi, Kevin, pour partager la question qui est dans le chat. Pour Descartes, est-ce que vous développez des produits paramétriques avec la sécheresse ou les inondations comme sous-jacent de l'indice? Oui. C'est deux périls qu'on assure. Alors, d'ailleurs, c'est assez une coïncidence que sur l'inondation, on vient d'ailleurs de faire un partenariat avec une société en Finlande qui s'appelle ICEYE et qui va nous permettre de détecter c'est un de nos gros sujets, c'est la hauteur d'eau par satellite, donc en utilisant la nouvelle génération de satellites privés qui a été lancée. Donc on utilise voilà, cette technologie notamment pour l'assurance de l'inondation et sur la sécheresse aussi satellite qui permet de voir la sécheresse du sol, donc notamment pour l'agriculture, mais pas que, les compagnies d'eau et des secteurs qui ont besoin d'eau pour fonctionner. Merci. Alors, pour les 3 dernières minutes, pour conclure notre session, j'aimerais vous demander à chacun, peut-être en un mot d'ailleurs, si vous aviez un conseil à donner à vos confrères, si je peux dire, du secteur de la FinTech durable, qu'est-ce que ce serait ce mot-clé, ce conseil important à partager? Kevin, peut-être pour finir ce tour de parole. Oui, merci. Je dirais que effectivement l'important c'est de croire en son projet, hein, puisque on arrive dans alors on voit bien que les choses changent quand même rapidement et il faut effectivement je suis d'accord, je rejoins Alexis sur cette observation, c'est qu'on voit que les choses changent rapidement, que ce soit d'un point de vue on va dire appréhension compréhension du risque lié au changement climatique, mais aussi la nécessité maintenant de vraiment mieux comprendre les risques et les impacts des sociétés aussi qu'on assure. On voit qu'on a aussi beaucoup de contraintes qu'on se met aussi avec les assureurs avec lesquels on travaille pour les activités qu'on assure. Donc, ne pas sous-estimer cet effet de changement assez rapide
les choses où on pouvait se dire, tiens, mais ça fera ça, ce sujet-là, ça fait 10 ans qu'on en parle et ça bouge pas, les choses changent et bien sûr, je trouve positivement. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour toutes les sociétés qui sont dans ce secteur. Merci beaucoup, Kevin. Pour Nabil, je me permets d'insister sur un mot-clé parce que la session se termine. Partager, voilà. Ce serait le mot-clé. Partager au maximum, partager des contacts, partager des bonnes pratiques afin qu'on puisse avancer tous plus vite. On a beaucoup de synergie, on a tous l'intelligence pour en développer, donc n'hésitons pas à partager. Merci beaucoup. Alexis, pour Greenly. Mesurer, hein, voilà. Greenly, c'est une évidence. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Et Baudouin, pour finir ce tour de conseils, de partage et de mots-clés. Alors, non, mais très rapidement, c'est le mot durable. C'est aussi important que les green tech, les fintech intègrent cette notion de durabilité dans leur modèle économique. Et ça c'est très important pour avoir de l'impact. Et pour ce faire, c'est là où il faut aussi avoir la foi dans ce qu'on fait, puisqu'aujourd'hui, toutes ces entreprises-là, elles étaient souvent vues comme une cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, elles sont le levain de la pâte. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Et qu'aujourd'hui, c'est des acteurs de la fintech, de la green tech, qui vont être aussi en capacité d'apporter ces solutions qui n'existent pas ou qui sont imparfaites face à ces sujets de transition. Super. Une belle image pour terminer. Merci à tous les intervenants. Merci au CGDD, Meetup, GreenTech de nous avoir permis de nous exprimer ce matin. Et tous mes vœux de réussite à vos projets, mais aussi à tous les futurs projets FinTech vertes qui en plein essor. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup, journée. Natacha. Et pour les gens du public, nous vous attendons à 10h30 pour la prochaine table ronde sur la mobilité électrique. Et nous enchaînerons ensuite sur le numérique responsable et la qualité de l'air. Voilà. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure, 10h30 pour la mobilité électrique. Au revoir à tous. Merci à tous pour l'accueil. Bonne journée. Merci.